Bonjour à tous, jeudi 14 novembre, soyez les bienvenus, 8h10 sur RCF, c'est l'heure du grand invité. Et c'est dans un contexte ultra tendu que les états généraux de l'éducation ont été lancés hier à l'initiative du think tank Vers le Haut. Vers le Haut, un laboratoire de réflexion consacré à la jeunesse et à l'éducation. Pierre Tapie, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de ce think tank Vers le Haut, un think tank qui, avec une soixantaine d'organisations, ont donc monté ces états généraux de l'éducation. On va en parler. Dans une vie précédente, vous avez dirigé l'ESSEC, la célèbre école de commerce, mais aussi l'école d'agriculture de Purpan. Depuis janvier, vous présidez donc aux destinées de Vers le Haut. Et je n'aurais pas tout dit si je ne dis pas que vous êtes aussi entrepreneur, président de la société Paxter, qui est une société qui fait du consulting en stratégie universitaire. J'ai tout dit ? Tout à fait. Voilà. Avant de parler de ces états généraux qui ont donc été lancés hier au Conseil économique, social et environnemental, évoquons, si vous le voulez bien, l'actualité. Je l'ai dit, le contexte est lourd. Vendredi, à Lyon, devant le Crous, un jeune homme a tenté de s'immoler pour dénoncer la précarité croissante des étudiants. Cette précarisation que dénoncent les syndicats et associations d'étudiants, est-ce que vous la constatez chez Vers le Haut ? Alors, Vers le Haut est essentiellement orienté vers l'enseignement primaire et secondaire. Nous nous occupons relativement peu du supérieur. En revanche, nous nous occupons des jeunes adultes, notamment des jeunes adultes en précarité. La question de l'enseignement supérieur est une question en tant que telle. La question du lien entre l'enseignement supérieur et entre l'enseignement secondaire et le supérieur, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'enseignement secondaire prépare des jeunes à aller vers le supérieur, est une question centrale. Mais vous, comme ancien directeur d'école supérieure, vous connaissez bien cette question. Bien sûr, je connais bien cet univers et c'est l'univers dans lequel aujourd'hui j'exerce professionnellement. Le point clé aujourd'hui, c'est de gérer une transition entre le secondaire et le supérieur qui mettent l'étudiant dans une trajectoire de réussite. Nous avons tous, en tant que directeur d'établissement, connu des situations tragiques, et même si le geste de ce jeune homme, par son caractère très spectaculaire, était évidemment un geste de désespoir majeur, tout directeur d'établissement, tout président d'université, un jour est confronté au suicide d'un étudiant, qui, quelles que soient et au suicide réussi, qui, quelles que soient les conditions du suicide, est toujours un événement abominable. Statistiquement, il est normal, même si ce que je dis là est très lourd, il est normal que la période de passage de l'adolescent dans la période de jeune adulte soit une période de fragilité, statistiquement. En revanche, la manière avec laquelle l'ensemble de ces éléments sont accompagnés, la manière avec laquelle chaque jeune est accompagné dans une démarche personnelle de projet et de progrès sont évidemment des éléments déterminants de la qualité de ce travail. Mais quand on nous dit qu'un étudiant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, qu'un étudiant sur 2 est obligé de travailler, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, le point qui est compliqué autour de ça, c'est de regarder la part qui est une part de type économique et la part qui est une part de type dans quelle mesure l'étudiant est dans un projet qui lui convient. Quand vous savez que, par exemple, certains étudiants qui sont passés par des formations de type bac professionnel se retrouvent dans des filières générales de philosophie ou de mathématiques sans une adéquation entre les qualités de ce qu'ils ont reçu dans le secondaire et ce vers quoi ils sont appelés dans le supérieur, qui soit une adéquation positive, nous avons quand même une situation où une partie de notre appareil de l'enseignement supérieur met les étudiants en situation d'échec. Et c'est un des éléments sur lequel Parcoursup constitue un progrès significatif. C'est un des éléments sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors ça, c'est la question de l'échec scolaire. On n'est pas encore dans la difficulté sociale, là. Alors, les deux pour moi, ne sont pas sans lien, absolument. Les deux ne sont pas sans lien, en ce sens que vous avez des étudiants d'origine très modeste qui sont dans des formations dans lesquelles ils sont heureux, et quel que soit le type de formation, hein, bien sûr. Ça peut être des formations très abstraites, des formations très concrètes, etc. Dans lesquelles ils sont très heureux et dans lesquelles même s'ils sont, ils doivent se battre un peu sur le plan social pour joindre les deux bouts, dans lequel ils grandissent. Et puis vous avez d'autres étudiants dans lesquels il y a un phénomène de conjonction entre des vraies difficultés psychologiques, de positionnement dans l'univers dans lequel ils sont, de réussite. L'étudiant dont vous parlez est un étudiant qui triplait sa deuxième année de sciences politiques. Bon, est-il juste, y compris en tant que formateur, vis-à-vis d'un étudiant, de laisser un étudiant tripler une
année, la question peut se poser, la question mérite d'être posée. Et donc le point dramatique, c'est lorsque vous avez une conjonction entre un environnement social au quotidien qui pour l'étudiant est difficile et d'un autre côté un malaise de l'étudiant dans le projet qu'il porte. Là effectivement, on est dans une situation de handicap aggravé. Il faut agir sur les... Bien sûr, il faut agir sur les deux. Climat tendu dans le milieu étudiant, mais aussi chez les enseignants, et particulièrement ceux du primaire. Fin septembre, la directrice d'une école de Pantin en Seine-Saint-Denis a mis fin à ses jours dans son école, laissant une lettre qui a bouleversé l'ensemble de la communauté éducative, pas seulement les professeurs. Elle déplorait entre autres la surcharge de travail et le sentiment d'abandon de son administration. Pierre Tapie, tout n'est pas qu'une question de salaire. Bien sûr que non. L'une des origines de ces états généraux de l'éducation, c'est qu'aujourd'hui, on demande à notre école une quantité d'exigences et de contraintes absolument gigantesques. Quand vous êtes dans des environnements urbains très durs, très dégradés, dans lesquels le taux de chômage des pairs est de 60% depuis déjà 10 ou 15 ans, et dans lequel les jeunes grandissent dans des environnements qui socialement sont très fragiles, forcément à l'école du coin les choses sont difficiles. Et quand l'école du coin est constituée de gens qui pour une partie sont volontaires, pour une autre partie le sont moins, vous vous retrouvez avec des gens qui ont à gérer d'abord des situations sociales avant que d'être éducateurs, alors que leur métier c'est d'être d'abord éducateur. Donc la conjonction, c'est d'ailleurs pour ça qu'ont été inventées par exemple des cités éducatives, ce beau projet qui n'est pas très ancien, des cités éducatives, la conjonction autour de l'école d'enjeux de société absolument majeurs est une des raisons qui nous a fait arriver aux états généraux de l'éducation. Mais alors là, vous expliquez cette désespérance de certains professeurs, certains enseignants par le contexte social. Est-ce qu'il n'y a pas en France une façon d'envisager la profession d'enseignant qui est particulièrement anxiogène ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Les gens qui choisissent la profession d'enseignant le font avant tout parce que c'est une profession extraordinaire, parce que l'émerveillement d'une institutrice de CP quand elle apprend à un jeune, à un enfant à apprendre à lire, et l'émerveillement de sa collègue qui est en CM2 et qui prépare à l'entrée dans le secondaire, et ce sont des moments tout à fait exceptionnels. Ce qui est certain, c'est que selon le contexte de l'école dans laquelle vous êtes, selon le niveau de bienveillance qui règne dans les familles, selon le niveau d'une certaine cohérence, disons, dans les chemins d'apprentissage qui peuvent être partagés avec les enfants, même si forcément il faut s'adapter à chacun, la difficulté ou la facilité à enseigner, donc le plaisir au quotidien du métier va être très différent. Et donc selon ces environnements, la manière avec laquelle les directeurs d'établissement, soit peu expérimentés, soit très expérimentés, vont sentir qu'ils construisent un environnement professionnel positif, peut varier considérablement d'un endroit à un autre. Revaloriser le métier d'enseignant, ça passe par quoi ? Alors ça fait partie justement de ce que nous allons travailler aux états généraux de l'éducation, donc je me garderai bien de répondre à cette question-là. Je pense qu'au-delà des questions de salaire, qui sont quand même une question réelle, parce que quand on regarde aujourd'hui des gens qui ont fait ce métier-là pendant 25 ans, et là où ils ont, on peut se poser des questions sur ce sur quoi notre société investit. Mais au-delà de ça, je pense qu'un des grands sujets, c'est le sentiment de responsabilité d'une école. C'est la question de comment une école peut construire un projet de manière autonome, assez autonome, comment une équipe peut réellement porter une réalité qui va être adaptée au lieu social dans lequel il est. Et là-dessus, alors c'est valable pour le primaire, où il y a déjà plus de facilité à être autonome sur le plan pédagogique, mais c'est beaucoup valable pour le secondaire, notamment au collège, qui est le ventre mou de notre système, et la capacité à vraiment être innovant et faire des choses adaptées à l'endroit où on est au collège me semble une question importante. Pierre Tapie, dernier point dans l'actualité, révélateur des tensions dans le monde scolaire, la réforme du lycée et du bac. Les élèves qui sont cette année en première sont les premiers à passer ce nouveau bac. Ils sont véritablement en train d'essuyer les plâtres de cette réforme. Beaucoup d'élèves, comme d'enseignants, se plaignent de la disparition du groupe classe, par exemple, d'emploi du temps complètement improbable, sans parler de l'examen à proprement parler, dont les modalités ne sont encore pas tellement clarifiées. Comment est-ce qu'on explique cette situation ? Par où a pêché le gouvernement ? Est-ce que c'est d'abord un problème de méthode ?
Je crois que l'ambition de cette réforme était une ambition dans laquelle il y avait une envie de donner plus de responsabilités aux équipes pédagogiques pour mieux s'adapter à la variété des réalités du terrain. Et ça, c'est une intuition stratégique qui me semble assez judicieuse. Premier élément. Je crois que c'est l'intuition la plus fondamentale du ministre. Je pense que là où il y a une vraie difficulté, c'est la vitesse à laquelle cette réforme a été construite, a été relativement peu co-construite avec les enseignants, alors que c'est un milieu où par nature, toute démarche de réforme profonde ne peut être que co-construite. Et enfin, les délais qui ont été imposés. Je crois que si les délais avaient été du bac 2022 et non pas du bac 2021, on aurait été dans une situation très différente. Pierre Tapie, face à ces différentes difficultés et d'autres, vous avez donc lancé avec le think tank Vers le haut ces états généraux. L'ambition, c'est d'essayer d'initier une réforme qui puisse faire bouger le mammouth. Alors, l'ambition est à la fois grande et modeste. L'ambition consiste à mettre en mouvement la société civile avec des parties prenantes extrêmement différentes sur la question de l'éducation, en étant basée sur l'intime conviction de ce que l'éducation est l'affaire de tous. Alors ça semble une évidence, mais cette évidence est souvent assez rapidement capturée par le mammouth. L'affaire de tous, c'est-à-dire l'affaire de tous, c'est-à-dire l'affaire de tous les citoyens, c'est-à-dire l'affaire des parents, l'affaire des associations familiales, l'affaire des collectivités territoriales, l'affaire des entreprises, absolument, l'affaire des professionnels de l'éducation et de l'enfance, l'affaire des associations de mouvements de jeunesse et populaires. Oui, l'affaire des entreprises aussi, parce que l'intuition de ce que les entreprises peuvent être des entreprises éducatrices est quelque chose d'assez fort. Ça nous semble notamment une des seules réponses à la question des 20% d'une classe d'âge qui se trouve en situation de décrochage et donc les 150 000 jeunes par an que nous envoyons au chômage pour la moitié d'entre eux. Donc toutes ces questions demandent une forme de consensus sociétal assez large. Alors quelle est la méthode de ces états généraux? Pourquoi allez-vous réussir là où tant ont échoué? Alors, d'abord, nous ne savons pas si nous allons réussir ou pas. Mais vous avez l'ambition de réussir. Mais on a clairement l'ambition de réussir. Si je parle de la soirée de lancement d'hier soir, c'est une soirée dans laquelle le style a bien correspondu à ce qu'on a l'ambition de faire, c'est-à-dire être dans une atmosphère dans laquelle des gens très différents font des propositions, dans lequel, à partir de la variété de ces propositions, on construit un chemin dialectique de confrontation entre ces propositions pour arriver ensuite, avec des groupes de travail qui auront approfondi ces propositions, pour arriver ensuite à une convergence nationale au début de l'année 2021. Donc c'est une démarche assez longue qui va qui va prendre 16 mois au total, qui est organisée autour de 7 thèmes différents, qui sont aussi variés que la petite enfance, la gouvernance de notre système éducatif, créer et valoriser des parcours de réussite différents, attirer et fidéliser les talents dans le secteur éducatif, valoriser les parents, adapter l'éducation au monde et aux métiers de demain, et enfin aider les jeunes les plus fragiles. Et sur ces 7 thématiques, on va construire de manière systématique à la fois des groupes de préparation, de rencontres locales qui se feront sous forme d'une journée assez intense dans différentes grandes villes de France, et ensuite, après ce temps un peu intense, plus évidemment des contributions par le web, etc. Il y a une plateforme où il y a une plateforme, bien chacun sûr. peut participer, Absolument. proposer des solutions. Il peut y avoir 10 millions de personnes qui participent, on est capable d'absorber. On sera, après chacun de ces temps forts, dans une situation où des groupes de gens spécialistes du sujet vont muscler les propositions, les approfondir et les rendre beaucoup plus robustes pour arriver jusqu'à la synthèse nationale en janvier ou février 2021. Et vous aimeriez, l'objectif, c'est qu'il y ait une charte? Alors l'objectif, on a 2 grands objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'écrire une charte de l'éducation qui soit qui puisse devenir une annexe à la Constitution, comme la charte de l'environnement est une annexe à la Constitution aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une charte de l'éducation? Il faut vraiment que la société française, la République française, affiche l'éducation comme une de ses priorités? Oui. On ne le fait pas assez? Oui. Oui, là on ne fait pas assez. Aujourd'hui, par rapport aux craquements sociaux auxquels on est confronté, qu'il s'agisse du chômage des jeunes, qu'il s'agisse d'un petit nombre de jeunes qui sont dans le désespoir, y compris dans le désespoir ultra-violent, qu'il s'agisse de la manière avec laquelle la transition entre l'adolescence et le monde professionnel se fait, on est quand même un des pays en Europe occidentale dans lequel le taux de chômage des jeunes est extraordinairement élevé. Et
Et ceci marque les consciences pour longtemps, même si quand on les interroge, et un sondage très intéressant est sorti hier, les jeunes globalement ont confiance dans leur avenir et ont confiance dans le système éducatif. Donc ça c'est les côtés très lumineux de la force. Mais d'un autre côté, on ne peut pas accepter qu'on ait 25% de taux de chômage chez les jeunes et 50% chez les jeunes sans qualification. Donc il faut faire de l'éducation la priorité de la France aujourd'hui? Absolument. C'est ce à quoi la France doit être éducatrice. La France doit être éducatrice. Merci beaucoup Pierre Tapie d'avoir été ce matin le grand invité de la matinale RCF. Je rappelle ces états généraux de l'éducation qui ont été lancés hier soir avec une plateforme contributive sur laquelle chacun peut faire ses propositions. On mettra les liens nécessaires sur la page de la matinale sur rcf.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.